Monsieur Agnier, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans cette magnifique ville d'Oran où se déroule quelque chose d'assez extraordinaire, le Congrès international de la paix, et qui plus est au travers du filtre du féminin. Quel est votre rôle, vous, en tant qu'enseignant de Sciences Po, dans cet événement? Alors moi, je suis venu ici à Oran pour observer, très simplement, pour être là, parce que c'est un événement de très grande portée, que l'on doit à un homme exceptionnel, qui est le Cheikh Khaled Bentounès, qui est l'inspirateur de cette rencontre, donc il faut quand même le dire, et qui est en même temps, ici en Algérie, une rencontre, pas simplement pour les musulmans, mais où on parle beaucoup de l'islam, et où beaucoup de musulmans s'expriment, de manière très savante, de manière très documentée, de manière très constructive. Et ce qui m'intéresse, c'est cette volonté de construire un islam et de donner à voir un islam très très loin, c'est le moins qu'on puisse dire, de la manière dont aujourd'hui l'islam est présenté à travers les effroyables drames qui se jouent. Et moi je suis ici comme professeur de sciences politiques, je ne suis pas islamologue, je ne suis pas musulman, je ne suis pas algérien, mais je suis ici parce qu'il y a en Europe une poussée de mouvements populistes qui utilisent beaucoup le problème économique, le chômage, mais qui utilisent aussi un problème que certains appellent identitaire, moi je parle de patrimoine immatériel, et qui est la manière dont se rencontrent en Europe des cultures venues par l'immigration, notamment l'islam, et avec des confrontations interculturelles qui sont parfois assez vives, ou des questions, des tensions sur la laïcité, sur l'égalité homme-femme, sur la liberté de conscience, sur la séparation du politique et du religieux, des tensions qui donnent le sentiment à certains Européens d'être menacés dans leur corpus historique. Et ça, c'est un sujet qui est utilisé de manière très politique, très polémique, par des entrepreneurs en populisme, que l'on trouve aujourd'hui dans pratiquement tous les pays d'Europe, y compris les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, y compris des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne et qui sont riches, comme la Suisse ou la Norvège. Je dis cela parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce facteur interculturel qui montre que la question économique ne suffira pas à comprendre l'ampleur de ce malentendu et les possibles confrontations qui peuvent en découler. Est-ce qu'on ne peut quand même pas estimer qu'il y a une volonté clairement énoncée, ou peut-être pas clairement énoncée, des hommes politiques de faire cette prise de pouvoir par la peur, la différence, la violence? C'est quelque chose qui est, étant donné que ça évolue maintenant dans le monde entier, c'est une stratégie. Je veux dire, c'est pas forcément quelque chose qui se met en place par le hasard. Ah non, non, non. Enfin, il y a des situations qui sont objectivement difficiles parce qu'elles sont nouvelles, que les individus ne sont pas préparés, qu'il faut un temps d'adaptation, de compréhension mutuelle. Donc ça, c'est des faits humains, je dirais. C'est la logique de l'humanité, de l'histoire. Et des sociétés. Et puis là, il y a des acteurs politiques qui peuvent, à partir de là, développer une stratégie de réconciliation, de construction, de vivre ensemble, comme on dit beaucoup ici, ou bien au contraire, des stratégies de fragmentation, de division, d'opposition, et qui sont évidemment plus faciles à conduire. On le sait, c'est plus facile de séparer que de réunir. C'est plus spectaculaire, c'est plus médiatique aussi, c'est plus proche de certaines passions que l'on ressent aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, l'angoisse, la peur, l'inconnu, le refus de ce qui se passe, le refus de la globalisation. Et donc on est en prise directe avec des phénomènes passionnels qui sont de ce point de vue-là des carburants formidables pour des discours politiques rapidement montés et qui ont une audience, y compris électorale, bien sûr, assez vite considérable. Alors là, malheureusement, j'ai presque envie de dire, les médias ont un rôle fondamental dans cette transmission de la peur. On sait très bien que c'est l'élément majeur pour pouvoir manipuler les foules. Et les médias qui sont à des services étatiques se servent largement de ça, y compris en France d'ailleurs, pour pouvoir faire véhiculer ce message de peur, de différence, de haine, de violence, de racisme. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contrer justement cette diffusion qui est quasi officielle? C'est une question bien difficile, donc je ne prétends pas y répondre d'un mot, mais en tout cas, c'est un sujet majeur. On peut appeler à plusieurs mots. Oui, en tout cas, c'est une grande question, c'est vraiment une grande question. Et c'est un sujet majeur et qui appelle probablement le recours à une multitude de leviers ou de réponses. Il faut certainement un travail de la part des journalistes, un travail, je dirais, en conscience professionnelle,
c'est pas simple, on le sait, non pas qu'il n'ait pas de conscience, mais il y a des incitations contradictoires, la course à l'audience, la compétition entre des chaînes ou des émetteurs qui se sont multipliés, des incitations professionnelles à avoir des informations qui soient plus spectaculaires. Le budget aussi, tout simplement. Des questions de budget, effectivement, il y a beaucoup de questions de ce genre. Donc ça, c'est un travail, je dirais, des journalistes sur leur métier, c'est un travail des médias sur les conditions dans lesquelles le travail se fait. C'est aussi une mobilisation du public qui doit lui-même entrer dans un rapport plus exigeant avec les médias, un rapport plus critique. C'est aussi un travail du coup des enseignants, c'est l'enseignant qui vous le dit, c'est pas simplement les journalistes, pour essayer de réfléchir à une critique des médias ou des messages que l'on reçoit tous les jours, hein, les médias au sens très très large. Et puis bien sûr, c'est une question qui appelle les responsables publics à des prises de parole sur ce sujet-là, y compris d'ailleurs à des phénomènes, on peut imaginer des phénomènes de discussion, organiser des discussions avec les personnes responsables de la diffusion d'informations sur la manière dont on présente la réalité et les effets que ça peut avoir, les effets dramatiques que ça peut avoir. Toutes les images épouvantables que l'on peut voir sont des images dont on gardera la mémoire, qui vont servir à construire le rapport à l'autre, qui peuvent elles-mêmes engendrer de nouvelles confrontations, plus ou moins graves, et ainsi créer une dialectique négative dont on n'arrive pas à sortir, et parfois qui conduit au drame. Donc là, on est dans un moment très compliqué quand même. Et là, il y a une conscience spécifique à avoir de l'instant. Alors, est-ce que ça passe pas justement par... bon, moi, je pars du principe que si on n'éduque pas les enfants, enfin, je veux dire, c'est la génération montante, c'est celle qui va être les adultes du futur. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire dès maintenant? Et il y a aussi un deuxième système qui se met en place, c'est toute la partie diffusion web, etc., avec les web télé, les web magazines, qui prennent une ampleur très forte. Au détriment des enseignements classiques, des médias classiques. Vous avez raison, d'abord l'école jouera un rôle majeur, doit jouer un rôle majeur, l'éducation en général, et aujourd'hui l'école ou l'éducation, on l'a dit 20 000 fois et c'est très juste, c'est plus du tout ce que ça a été, ça ne le sera plus, parce qu'il y a des sources complémentaires, parallèles, concurrentes, et les enfants passent maintenant plus de temps devant des écrans que dans une salle de classe ou devant en tout cas dans un cours, et donc c'est la combinaison de ces mondes qu'il faut arriver à obtenir. Mais ça veut dire aussi que sur le web, et les internautes aussi, on doit penser à une forme de régulation collective. Il y a une espèce de relâchement général qui peut se produire sur le web, chacun en est témoin, mais il y a aussi des choses merveilleuses, chacun en est aussi témoin, et on voit bien comment ça tient quand même au fait que les uns et les autres, on engage nos responsabilités d'individus et de citoyens en ayant sur le web un comportement responsable ou irresponsable, par exemple en tenant des propos absolument inadmissibles, insultants, discriminants, stigmatisants ou indignes de ce qu'on peut dire quand on a envie de s'exprimer. Pour dire, parce que si on mettait un système de contrôle au niveau du web, ça veut dire qu'on va retomber un petit peu dans le système classique, de dire il y a des gens qui parlent, puis il y a une censure qui intervient. Non, ça c'est pas possible. Donc la censure elle est vraiment personnelle, comme vous le disiez, c'est avant chacun un acte de civisme. Et puis les autres qui nous contrôlent. Qui peuvent aussi créer un système de contrôle. Est-ce que vous pouvez me donner, pour terminer cet entretien, un message d'espoir par rapport à vos croyances et vos connaissances et expertises que vous avez du monde? Alors, moi je suis optimiste, à moyen terme, à long terme, un peu inquiet à court terme, mais ce qui me rend optimiste, c'est la conviction qu'il n'y a pas d'autre option que de vivre ensemble, tels que nous sommes les uns et les autres. Il est impensable d'imaginer se séparer de la part que nous ne comprenons pas, ce serait impossible, catastrophique. Et deuxièmement, parce que le fait de vivre ensemble suppose de ne pas être les mêmes. On n'est pas un troupeau, on est tous différents comme individus, et il ne peut être question de vivre ensemble que si nous sommes différents en réalité. Je ne crois pas que ce soit un paradoxe, c'est parce que nous avons chacun nos singularités que nous formons une communauté qui a de l'intérêt, qui est heureuse et qui est créatrice, et non pas une espèce d'entité homogène où le sujet collectif serait un, où tous nous serions exactement comme l'autre. À la chinoise. Voilà. Merci de nous avoir partagé cette expertise, en tout cas, Monsieur Regnault, professeur Regnault, je ne sais pas comment on dit. Merci en tout cas d'avoir mis votre expertise au service de tous. Merci beaucoup. Merci.